réussir, chuter et après. Et si on parlait enfin des angles morts de nos vies ? Pendant 10 ans, j'ai réussi. Love Coach à succès, une entreprise à 6 chiffres, une audience de plus d'1 million d'abonnés. J'avais tout pour être heureuse. Et pourtant, ma vie personnelle était bien différente. Et puis j'ai fini par chuter. Une chute qui, avec du recul, ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais qui se construisait déjà depuis mon enfance. Dans ce podcast, je ne vais pas juste te raconter mon histoire, je vais te la décrypter. Parce que cette chute n'était pas un hasard. Elle était là, dans mes choix, dans mes schémas, dans tout ce que je ne voyais pas. Ce podcast, il parle donc des angles morts de nos vies, de tout ce qu'on ne voit pas dans notre histoire, mais qui pourtant est déjà en train de s'y jouer. Alors après 10 ans de love coaching, j'ai tout déconstruit. Et dans chaque épisode, je vais te partager un bout de mon histoire et analyser les mécanismes inconscients qui m'ont mené là, et comment j'ai appris à les comprendre, puis à les déconstruire. Alors si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas juste pour entendre mon histoire, c'est surtout pour reconnaître la tienne. Et mon but, c'est de t'aider à comprendre ce qui se joue dans ta propre vie. Alors je te souhaite un très bel épisode. Les amis, je suis ravie de revenir vers vous. Ça faisait très longtemps que j'étais pas revenue, dans mes podcasts, que j'avais pas fait de format long. Ça fait quasiment 1 an déjà que j'étais plus sur les réseaux. Et donc je suis très heureuse et un peu stressée, il faut le dire quand même, d'être là avec vous aujourd'hui pour vous raconter, non pas des conseils tout faits, mais pour vous raconter mon histoire. Pour vous raconter comment j'en suis arrivée à faire cette pause, pourquoi ma réussite et mes échecs et ma chute ont été potentiels dans ma vie. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Je pense que ça sera un podcast très vrai. Donc j'espère que ça vous parlera. Et si ça vous parle, parce que j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ça le soit, je vous invite vraiment à le partager et à le recommander à des personnes que ça peut inspirer. Alors, dans ce premier épisode, on va poser les bases. Je vais vous raconter d'où je viens. Je vais vous raconter des choses que vous n'avez probablement jamais entendues sur moi et comment les 10 dernières années avant le crash se sont déroulées pour moi. Comment je suis arrivée à réussir de manière assez extraordinaire alors que j'avais à peine 20 ans, même pas, et que rien dans mon parcours aurait pu préméditer cette réussite. Du moins, c'est ce que je croyais. Dans cet épisode, je vais donc aborder des thématiques comme le besoin de reconnaissance. Je pense d'ailleurs que si j'avais dû donner un titre à cet épisode, ça serait « Pourquoi la reconnaissance est une prison ». Le harcèlement également, le harcèlement scolaire, la culture, mais aussi la face cachée de la performance. Alors je vous souhaite un très bel épisode. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'enfance. Pour vous expliquer rapidement, je suis née dans une famille juive comme un bébé miracle, puisque je suis la fille unique de mes parents qui avaient respectivement 42 et 47 ans quand je suis venue au monde. J'ai eu un début de vie très heureuse, avec une famille aimante, avec une maman présente, mais un papa quand même distant. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous dis ça, et on va déjà commencer en fait à parler d'enseignement, parce que ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'est pas obligé en fait d'avoir eu une vie extrêmement difficile avec un père qui vous a abandonné, des viols dans l'enfance, une maison qui a brûlé, ou peu importe en fait. On n'est pas obligé d'en arriver à un niveau aussi extrême de souffrance pour qu'il y ait du traumatisme, pour qu'il y ait de la douleur, pour qu'il y ait une légitimité à souffrir. C'est quelque chose que je vois beaucoup en cabinet quand je parle avec mes clients. C'est la manière dont beaucoup me disent « mais comment ça se fait que je vive ça ?» Je veux dire, ma famille va très bien, mes parents sont vivants, j'ai été aimée toute mon enfance. Oui, mais ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça dans le réel, ce n'est pas parce que vous savez que vous avez été aimé, par exemple, pendant votre enfance, que votre corps a reçu les mêmes informations, que ce que vous avez ressenti est identique à ce que vous avez eu le sentiment de vivre quand vous étiez jeune. Il y a des choses qui peuvent être très différentes et nous le verrons ensemble. Ça n'a pas besoin d'être dramatique pour être traumatisant. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. À l'école, par contre, ça ne se passe pas très bien pour moi. En effet, je vis dans mon enfance beaucoup de harcèlement. Je me sens vraiment victime du monde. Je le dis souvent. Tout ce que j'espérais à l'époque, c'était avoir une vie moyenne. Je me rappelle que j'avais même dit à une copine, quand on était en terminale, je lui avais dit « je rêve d'être à la retraite, déjà ».
pour être tranquille, pour avoir ma petite vie posée et rien faire de plus. J'avais donc 17 ans. Donc, je crois que j'étais pas destinée à imaginer plein de grands projets pour moi. Pas du tout. Je voulais vraiment une vie très petite. Je voulais être discrète. J'ai vécu vraiment des choses pas cool à l'école avec des jeunes qui étaient vraiment dégueulasses, quoi. Des gens qui se sont moqués de moi, qui tapaient dans ma chaise. Quand j'étais en maternelle, prenaient ma chaussure pour la mettre par-dessus le grillage. Je ne me sentais pas aimée, je me sentais très seule et surtout, je ne me sentais pas très jolie. Je ne me sentais pas jolie du tout, puisque, en fait, déjà très jeune, à 9 ans, mon corps a commencé à se former en fait, hein. J'étais déjà un peu une femme. J'avais de la poitrine, je m'habillais en taille S, donc vers 9-10 ans, peut-être 11 ans, allez. Mais vraiment autour de cette période, une période où notre corps n'a rien à voir avec celui d'une femme normalement et notre esprit encore moins. Et moi j'en étais là. Et donc j'avais l'impression d'être un peu entre ces deux mondes, entre eux. Je suis en train de devenir une adulte, mon corps se déforme, je ne me trouve vraiment pas jolie. J'étais pas du tout comme les filles de mon collège ou de mon lycée ou de ma primaire. Et ce corps qui est vraiment en train de grandir et de me montrer en fait que je suis dans une période de transition. Donc ça, c'était pas évident. J'ai jamais eu de copains. Au contraire, c'était même l'inverse. On me rejetait beaucoup. Et ça a été vraiment pas facile pour moi. Voilà un petit peu pour vous poser le décor. Et on va dire que la situation continue dans ce sens-là jusqu'à à peu près mes 20 ans. Lorsque j'ai 20 ans, enfin lorsque je finis mon bac en fait, hein, je me spécialise en école de cinéma. Donc c'était mon but, c'était en fait ce qui me permettait le montage vidéo à l'époque de fuir en fait cette vie qui ne me convenait pas et dans laquelle je me sentais très triste. Donc c'est naturellement que j'ai été vers une école de cinéma. Et en fait, c'est vers 20 ans que je rentre par la petite porte du coaching, puisque je rentre comme stagiaire montage dans une boîte de coaching en séduction pour hommes. Ça a commencé comme ça pour moi. Et en fait, à travers le coaching en séduction pour hommes, je découvre des notions de développement personnel, je découvre que la confiance en soi s'apprend, je découvre que on peut réussir dans la vie si on le veut, que ce n'est pas qu'une question de fatalité ou de on est dans la team des gagnants ou on est dans la team des perdants et en fait ça restera comme ça toute notre vie. Je découvre que je peux changer mon avenir. Et à travers toutes les vidéos que je monte, à travers tout ce que je fais aussi pour ce coach, en fait, je me prends de passion pour ce métier. Et je demande à cette personne de me former. Je demande au coach de me former en échange de travaux pour lui. Et en fait, il accepte. Il accepte et donc pendant des mois et des mois, je suis formée. Je suis formée par cette personne. Et en fait, tout ça m'amène à créer un cercle vertueux. Moi qui étais très complexée, notamment par mon poids, je perds 17 kilos en 6 mois, sans régime, sans rien. Juste en fait, en me disant, je vais découvrir ce que c'est que manger. Je vais découvrir tout plein de notions de développement personnel qui m'amène en fait à un certain niveau de performance. Et là, je passe de la personne que personne ne regardait en soirée à la femme que tout le monde, entre guillemets, regarde en soirée. Et donc, à travers toutes ces notions de développement personnel, principalement la cohérence entre les pensées, les paroles et les actes, ce que je pense, je le dis, ce que je dis, je le fais, eh bien, je commence à gagner confiance en moi et je commence à me sentir, je pourrais dire, puissante. Et donc, c'est par là que je vais commencer à vous partager des enseignements à travers cette première notion de mon enfance, de ma toute jeune de mon tout jeune âge adulte, je vais vous parler de comment, pour me sentir exister, j'ai dû passer par des changements extérieurs. À ce moment-là, je prends très soin de mon apparence, je prends très soin de mon image, je fais tout ce qu'il faut pour que j'incarne la réussite et l'admiration. À 20 ans, j'ai une boîte à côté de mes études en cinéma, j'ai perdu 17 kilos, je suis plutôt jolie, je m'habille bien. Et en fait, je vois ce changement extérieur que je suis en train de créer et je suis donc convaincue intérieurement que je suis une boss, que je suis une femme spéciale, que je suis une personne qui sort des sentiers battus et qui a vraiment ce storytelling digne limite d'un scénario de film, quoi. Je passe vraiment de la nana que personne regardait à la fille qui grandit dans sa vie, qui réussit et qui performe. Mais en fait, ce que je ne vois pas à ce moment-là, ce sont exactement les limites du développement personnel.
et on va commencer à bosser ici. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ma vision des choses a changé. En effet, j'ai appris à voir ma vie avec un regard différent. J'ai appris à avoir un regard fier. J'ai une estime de ce que j'ai traversé. Vraiment, il y a quelque chose où je me sens au-dessus. Et en réalité, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que je sais par quoi je suis passée. J'ai conscience des épreuves traversées. Mais ce que je n'arrivais pas à réaliser à l'époque, c'est que je ne le ressentais pas. C'est-à-dire que j'ai appris à voir les choses différemment. Mais mes structures psychiques, elles n'ont pas changé. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Je le répète, j'ai appris à voir les choses différemment. J'ai eu une nouvelle vision du monde, mais mes limites psychiques, mes structures psychiques, elles n'ont pas changé. C'est-à-dire que les fondements étaient les mêmes. C'est cérébralement, en fait, que les choses sont analysées de manière différente. C'est comme une nouvelle paire de lunettes que j'aurais qui me permettrait de voir les choses peut-être un peu plus en rose ou un peu plus en bleu, mais à l'intérieur de moi, les choses, elles n'ont pas bougé. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai réussi à trouver comment cacher mon mal-être. En réalité, ce mal-être que je nourrissais de ne me sentir pas assez bien, de ne pas être assez à la hauteur, d'être une personne faible et finalement très perdante, en fait, c'est toujours là. Mais à ce moment-là, en fait, j'en ai pas conscience. J'en ai pas conscience. À ce moment-là, je suis convaincue de plusieurs choses. Je suis convaincue du pouvoir de l'action et du travail. Je suis shootée à la performance. Je travaille à peu près tout le temps pour encaisser un maximum d'argent et réussir encore et encore à monter les échelons. Pourquoi, encore une fois ? Parce que ma réussite, elle cache mon mal-être. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe que, étape par étape, j'ai énormément de succès sur les réseaux sociaux, je monte ma propre entreprise, je crée ma propre structure de love coaching. Et donc, j'ai entre 18 et 26 ans, à peu près, pendant cette période-là. J'ai une boîte qui fait 6 chiffres de chiffre d'affaires. J'ai une communauté de plus d'1 million de personnes et c'est un vrai kiff pour moi, en fait, de me développer sur les réseaux sociaux. Je voyage énormément, je m'achète tout ce que je veux et je suis dans les meilleurs réseaux d'entrepreneurs avec des gens qui réussissent, qui font plus que moi. Waouh, je me dis mais c'est trop bien, j'ai vraiment cette vie à l'américaine où il se passe toujours quelque chose, où je peux m'offrir tout ce que je veux, où j'ai du temps pour moi, même si je me rendais pas compte à l'époque que j'avais pas tant de temps que ça pour moi. Et donc en fait, sur le principe, ma vie est réussie. Sur le papier, j'ai réussi ma vie. Pourtant, comme je vous l'ai dit, ma réussite, en réalité, elle cache mon mal-être. C'est l'arbre florissant qui cache une forêt en feu. Tout ça, ça me donne envie de vous questionner. Ça me donne envie de vous demander si c'est aussi votre cas, à vous. Peut-être que vous avez l'impression, sur le papier, d'avoir réussi votre vie. Vous avez un job qui vous passionne, vous avez des amis qui sont présents pour vous, vous avez la possibilité de vivre la vie entre guillemets de vos rêves et pourtant il y a quelque chose en vous qui reste vide, il y a quelque chose en vous qui vous rend un peu malheureuse mais sans trop savoir pourquoi, parce que vous vous dites merde j'ai tout quoi, pourquoi ça marche pas, pourquoi il me manque ça, et ça peut être une réussite amoureuse, ça peut être un projet de vie que vous avez envie et que vous n'arrivez pas à atteindre, peu importe, mais c'est à cet endroit où il y a du vide en fait. Moi le vide à ce moment-là il est au niveau sentimental et je vous en parlerai. Et donc pourquoi est-ce que la performance, le fait de réussir dans ces moments-là, c'est aussi important? Pourquoi est-ce que sur le papier, justement, on a l'impression que tout réussit, qu'on a la vie de nos rêves parce qu'on est des machines à performance? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que inconsciemment, on se met dans la tête une forme de croyance qui est potentiellement, je pense, que ma valeur est conditionnelle. Pourquoi ? Parce que la performance, c'est du faire, F-A-I-R-E, et le faire, c'est du conditionnel. Okay, c'est quelque chose qui est conditionné par la réussite de quelque chose ou pas. C'est fait pour être dans l'action. Donc c'est quelque chose qu'on actionne et donc qui est conditionnel à notre niveau d'action. Donc plus on fait, plus on se sent fier de soi et plus on confond la fierté et l'amour de soi. Ok. Et donc si on continue sur ce chemin, performer en réalité c'est dépasser ses limites. La performance justement, et gardez ça en tête aussi, elle doit être cadrée.
pour être saine. Sinon, elle est insatiable et c'est là que ça fait mal en fait. C'est-à-dire que si toute votre vie tourne autour de votre réussite, tourne autour de la fierté que vous voulez avoir pour vous, tourne autour des succès que vous allez avoir, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez vous acheter, construire dans la manière de sculpter votre corps, combien vous gagnez par exemple par mois, peu importe. Et en fait, si tout ça prend toute la place dans votre tête, alors votre performance n'est pas cadrée. La performance, elle est vraiment saine à un endroit où elle est cadrée, où elle a un début et une fin. Sinon, vous vous épuisez et c'est à cet endroit-là que vous dépassez vos limites. Donc, moi, à ce moment-là, je performe. Je suis fière de moi. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'arrive pas exactement à ressentir quoi. C'est très flou pour moi. C'est très diffus. Il y a 2 endroits où il y a quelque chose qui ne va pas. Le premier, c'est d'un point de vue sentimental, puisque je vois combien dans ma vie amoureuse, jusqu'à mes 26 ans, mes relations amoureuses, elles vont pas au bout. Il y a quelque chose qui ne s'engage pas. Il y a quelque chose où ça marche au début, ça fait tout feu tout flamme, et derrière, bam, ça s'écroule parce que y a une personne qui veut pas s'engager, parce que, et je pense que je pourrais revenir dessus, mais il y a des hommes qui n'ont pas envie d'être avec moi dès qu'on a franchi certaines étapes. Il y a vraiment cet endroit où je vis ce même scénario de ça marche un temps, puis ça marche plus. Et ça, je comprends pas, parce que je me dis, mais merde, j'ai tout à offrir, je connais tous les conseils du monde, je suis la fille la plus sympa du monde, il y a plein de choses qui vont très bien, et pourtant ça marche pas. Alors que ces hommes me disaient que j'étais tout ce qu'ils voulaient, eux, dans leur vie à la base. Une femme super, super douée, qui réussit sa vie. Bref, c'était vraiment l'image à chaque fois des couple goals, et ça n'allait pas au bout. Et à chaque fois, ça me brisait le cœur, quoi. Je comprenais pas pourquoi j'en étais là. Et l'autre endroit où ça ne fonctionnait pas, eh bien, c'était au niveau du corps, puisque au niveau du corps, ce qui se passe pour moi, c'est que je fais une sèche, en gros, à l'âge de 20 ans, un truc où, en termes de performance, je vais très loin. Je supprime les glucides de mon alimentation. Je fais 12 heures de sport par semaine à côté de mes études, qui n'étaient pas terminées. Et on en parlera dans un épisode que j'ai vraiment prévu spécialement pour le corps. Mais en fait, ça me déclenche des troubles du comportement alimentaire qui sont très violents. Je prends 20 kilos en 3 mois suite à ça. Et en fait, je regrossis. Alors que j'avais perdu tout ce poids, comme je l'avais expliqué avant. Et à partir de là, il y a quelque chose que je n'arrive plus à contrôler au niveau de la nourriture. Donc voilà, il y a mes relations avec les hommes d'un côté qui ne fonctionnent pas, il y a mon corps où ça ne fonctionne pas, et j'ajouterais quand même aussi mon lien avec mes parents, qui malgré tout est fusionnel, et où je vois combien il m'est difficile de vivre seule. Je vois comment, à 23 ans, j'ai pris mon premier appart à Paris-Centre parce que je gagnais bien ma vie et que je pouvais me le permettre. Comment j'y suis restée 3-4 mois, je suis repartie chez mes parents parce que j'arrivais pas à supporter la solitude. Je suis repartie 2 ans plus tard dans le Marais, super appartement dans le Marais Centre, enfin magnifique à Paris aussi, un super quartier. Pareil, au bout d'1 an et demi, 2 ans, je crois, je retourne chez mes parents parce que je n'y arrive pas une deuxième fois. Je trouve ça quand même assez notable qu'il y ait eu ce besoin pendant tant d'années de rester chez mes parents, d'avoir besoin de cette présence et de ne pas réussir à créer cette indépendance, à m'assurer toute seule. Et je trouve ça génial parce que quand je vous le dis et quand je l'ai écrit, j'ai noté tous ces liens entre ces 3 enjeux. L'enjeu des hommes, l'enjeu du corps, l'enjeu du corps et de la nourriture, l'enjeu du lien avec mes parents, c'est l'endroit de la dépendance qui est mise à chaque fois à contribution. C'est l'endroit où je ne savais pas mes limites, où je ne les connaissais pas, où quand j'avais besoin de quelque chose, il me le fallait absolument. Quand j'avais besoin d'un homme que j'avais estimé, il me le fallait absolument, j'en avais besoin. La nourriture, il m'en fallait absolument, j'en avais besoin. Et avec mes parents, j'avais besoin d'affection, il m'en fallait absolument, j'en avais besoin. Et donc à chaque fois, j'allais chercher ça, un peu comme une drogue, comme je n'ai pas le choix de faire autrement. Donc déjà, on est à un endroit qui est complexe. On est à un endroit où il y a de la dépendance. Je pense que vous l'avez compris. Et vous pouvez vous questionner vous aussi sur ces angles morts que vous n'avez pas dans votre vie, sur ces endroits où peut-être vous êtes à un endroit de dépendance aussi, ou à un endroit de chercher des liens entre tout ce qui vous pèse aujourd'hui dans votre vie. Mais ces problèmes-là, évidemment, à l'époque, j'en ai pas conscience.
Et en fait, ma réussite professionnelle, je vous l'ai dit, c'est l'arbre florissant qui cache la forêt en feu. Travailler dur, ça me permet de me rendre fière. Et en fait, je suis droguée à cette fierté de moi que je pense, je prends en fait pour de l'amour de moi, pour quelque chose qui me nourrit, alors que c'est à deux endroits très différents du rapport à soi. Je travaille dur donc pour me rendre fière, sans ressentir les endroits où je souffre, alors que vraiment je souffre sans le savoir. C'est important aussi de le rappeler, on n'a pas toujours conscience que l'on souffre. Beaucoup de gens, et d'ailleurs je le vois beaucoup aussi en cabinet, aller voir quelqu'un en visio ou en cabinet, peu importe, ça demande déjà un tel niveau de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on a besoin d'aide pour aller mieux. C'est déjà un niveau énorme et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne vont pas voir des personnes de la relation d'aide, que ce soit des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres, parce que les gens n'ont pas conscience qu'ils souffrent. Les gens sont tellement déconnectés, mais vraiment déconnectés de leur corps, qu'ils n'ont pas conscience qu'ils souffrent, qu'ils n'ont pas conscience que ça ne va pas. Ils s'accrochent tellement à ce qui va, à ce qui les rend fiers, qu'ils ne voient pas les endroits où il y a de la souffrance. Et ça, c'est vraiment très triste. Vraiment. Donc, soyez aussi à cet endroit avec vos proches, avec vous, d'aller vraiment regarder, même avec vos parents, pour certains, ça peut être très éclairant de se rendre compte que y a des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles souffrent et qui ne peuvent pas même en avoir conscience à l'heure actuelle parce que ce serait trop douloureux pour eux d'avoir conscience de la souffrance qu'ils ont pu traverser dans leur vie. Je pense à quelqu'un très fort dans mon cœur à ce moment-là et ça me touche parce que je vois comment certaines personnes de mon entourage ont dû se construire des carapaces tellement énormes parce qu'il y a eu tellement de traumas, mais tellement de traumas que cette carapace, elle empêche complètement l'accès en fait au lien à soi, au lien aux autres et on reste dans cette espèce de bulle qui permet ni de ressentir que ça va, ni de ressentir que ça va pas. Tout ce qui reste, c'est la tête qui dit ça va, parce que conditionnellement à la vie que j'ai, ça va, par exemple. J'espère que vous comprenez ce que je dis, parce que parfois, je sais pas si je m'emballe sur les notions, vous me direz en commentaire. Mais bon, je tiens quand même à dire que dans tout ce travail de développement personnel que j'ai fait, par lequel je suis rentrée dans la porte de la relation d'aide et même de l'aide à soi, je tiens quand même à préciser que tout n'est pas acheté en fait à ce moment-là. Et ça, c'est important de le réaliser parce que performer, je vous l'ai dit, c'est quand même sain à certains endroits. Ça m'a permis déjà, la performance m'a permis de rencontrer des personnes passionnantes, vraiment, de voyager, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même assez rare, de vivre des expériences que peu de gens sur cette planète ont pu vivre. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour ça. J'ai pu faire des sauts en parachute, j'ai pu voir des spectacles absolument fabuleux de la nature. Ça m'a permis de pouvoir vous rencontrer, vous aussi, pour beaucoup, puisque beaucoup de personnes m'ont connue à une époque où je performais, où je publiais une vidéo par jour sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je tournais 100 vidéos en 3 jours avec mon vidéaste et c'était vraiment la performance qui prenait le dessus. Donc vraiment, tout ça, ça m'a quand même permis de pouvoir diffuser de l'inspiration à plus d'1 million de personnes, de pouvoir créer un lien virtuel entre vous, entre moi. Ça m'a permis de vivre. Et bien sûr, pendant toutes ces années, j'ai pu aussi accompagner des milliers de femmes à se rapprocher de l'amour, à le trouver, parfois même à se marier, à avoir des enfants. Et même si aujourd'hui, je reviens beaucoup sur le travail que j'ai pu faire à l'époque, c'est quand même très précieux de savoir qu'à cet endroit-là, j'ai pu aider autant de personnes. Alors, si on résume cet épisode, déjà, on peut dire que la thématique ici, aujourd'hui, de ce premier épisode, c'est la reconnaissance. Et comment ce besoin de reconnaissance très fort, en fait, m'a amené sur des terrains où je me suis désinhibée de ce que je ressentais. Parce que quand on est, et ça c'est hyper important, je ne crois pas vous l'avoir dit, quand on est dans la performance, on n'est pas dans notre corps. Notre corps suit un process, mais on n'est pas à l'endroit de nos ressentis. Parce que la performance, c'est un endroit où tout va très vite. Performer, c'est être dans une rapidité, dans une intensité, dans quelque chose où il y a de la vitesse, alors que nos éprouvés, eux, ne sont contactables que dans la lenteur. Et le lien, vous voyez, je vous fais déjà des petits spoilers, mais le lien avec l'autre, il ne peut être créé que dans la lenteur. Sinon, on n'est pas au contact de l'éprouvé. On est au contact de l'ego, on est au contact des projets, on est au contact de l'imaginaire, mais on n'est pas à l'endroit de l'éprouvé, des émotions partagées et donc à l'endroit du lien. C'est pas possible. On ne peut pas créer de lien dans la rapidité.
Donc, je me suis réellement désinhibée, hein, c'est ce que je vous disais. J'ai dissocié les ressentis de mon corps et les besoins de ma tête. Et finalement, comment l'extérieur a été profondément soutenant, puisque ça m'a énormément soutenue à me développer. Et en même temps, ça a été très lourd dans mon évolution personnelle, puisque ça m'a empêché de recréer du lien. Donc, au moment où je vous parle, je pense pouvoir vous dire que même si j'avais 20 à 26 ans, celle que j'étais au fond de moi, celle qui me poussait à réussir, c'était en fait la Brenda qui avait 6 ans, qui avait tellement besoin de reconnaissance, qui avait tellement besoin de sa famille, qui avait tellement besoin de ses parents, de tout ce qu'il avait en fait bercé à l'époque, que j'étais moi et en même temps j'étais cette toute petite version de moi-même qui toquait à la porte constamment pour avoir cette réussite qui lui manquait tant. Et je le vois, je me rappelle encore dans les dîners de famille, Shabbat, les discussions qu'il y avait autour de la réussite, autour de l'importance d'avoir un métier dans lequel on gagne bien sa vie. Je me rappelle de tout ce qu'on m'avait dit que je pourrais avoir dans ma vie si j'avais de bonnes notes à l'école, si j'avais un bon bac, si je réussissais. Je pourrais également ajouter, et ça, mon Dieu, que c'est important, combien je voyais, je ressentais combien c'était important pour mes parents que j'ai des bonnes notes justement et combien est-ce que, ce que je ne voyais pas à l'époque, mais que je ressentais et aujourd'hui j'ai la capacité grâce à tout ce travail que j'ai fait de retourner à cet endroit-là, de me rappeler de ça, de combien mes parents étaient tellement fiers de moi, c'était tellement important d'avoir des bonnes notes et combien mon père me disait qu'il était, je dirais pas fier de moi, mais qu'il était validant, voilà. Quand j'avais des bonnes notes, lui qui était si distant que je me suis dit vraiment, je pense inconsciemment, qu'une croyance s'est créée, qui est, pour être reconnue, je dois réussir ma vie, et c'est comme ça qu'on va m'aimer en fait, puisqu'à travers la reconnaissance, une petite fille voyait l'amour. Donc, peut-être que ça, je pense que ça peut beaucoup parler à des personnes de tous les horizons. Je sais que c'est très présent dans les cultures africaines, d'Afrique noire, d'Afrique maghrébine, enfin du Maghreb, comme c'est mon cas, du Moyen-Orient, en Asie aussi beaucoup. Il y a vraiment cette capacité à mettre la réussite et la performance au centre pour avoir de la reconnaissance. Ce qui est un cercle vicieux en réalité, mais ça, malheureusement, très souvent, les parents n'en ont pas complètement conscience. Voilà, la question que je pourrais te poser à toi maintenant, c'est qu'est-ce que tu ressens avec ce que je t'ai partagé? Est-ce que ça fait sens? C'est nécessaire que tu te poses vraiment cette question de comment est-ce que tu arrives à te sentir? Même si c'est pas parfait, même si tu n'as pas le mot exact. C'est important parce que vous allez voir que tout le travail qu'on va faire là aussi à travers ces podcasts, c'est de vous reconnecter à votre ressenti. Ok ? Donc dans le prochain épisode, on parlera du moment où les choses justement ont commencé à se gâter pour moi. On va parler du moment qui aurait dû être en réalité la quintessence de ma carrière, mais qui annonça en fait le début de la fin. Les premiers éléments où j'ai commencé à me dire il y a un problème, c'est la sortie de mon livre. Donc, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous invite évidemment à partager cet épisode à une personne de votre choix, que ça peut aider à une personne qui pourrait se reconnaître dans les connaissances que j'ai partagées. Je vous invite évidemment à m'envoyer un petit message pour me dire si ça vous a parlé ou pas, parce que c'est un vrai travail de revenir sur ce que je vous ai écrit, de revenir sur mon histoire, mais surtout sur ces angles morts, sur comment tout ça a construit ma vie et m'a aidé aussi à la déconstruire, puisque vous allez voir que une grande chute va arriver et je vais vous en parler. Et évidemment, si vous souhaitez commencer un travail personnel sur vous, un travail introspectif à mes côtés, je vous mets le lien pour prendre rendez-vous avec moi en cabinet à Paris ou en visio. Mes places sont limitées. Au moment où je vous écris ce podcast, il me reste 5 places hebdo, ce qui est assez peu, puisque une thérapie, c'est vraiment sur le long terme. Un travail expérientiel et introspectif avec moi, c'est sur le long terme et c'est régulier. Donc j'espère qu'il restera de la place. En tout cas, le lien est autour de cette vidéo ou de ce podcast si vous êtes dessus. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Bisous.